Eh bien, bonsoir à tous pour une nouvelle vidéo du 7e art dans tous ses états. Nous allons parler d'Halloween. Et bien sûr, qui dit Halloween dit film d'horreur. J'ai en ma présence Clémence, Salut. Jérôme, Aouh! Boris Bonjour. et moi-même. Donc la vidéo du jour portera sur les recommandations d'Halloween de notre team. Nous vous conseillerons donc un film à consonance plutôt adulte et un autre pour les voir en famille avec les enfants, enfin peut-être pas trop jeunes non plus, hein, on va pas abuser. Adulte, c'est-à-dire Non, les 18 à moins que ce soit du film d'horreur, voilà. merde. Donc, me voilà. Ça me rend grognon. Ça me rend grognon. Donc, nous allons commencer par les recommandations à consonance familiale avec le film de Clémence. Clémence, que nous recommandes-tu à voir en famille? Ah, t'as ça aussi. Moi, je vous conseille les Hôtels Transylvania. Très bon choix. Donc, il y en a 3 qui sont sortis et il y en a un 4e qui sort en 2022. Donc, Hôtel Transylvania, c'est l'histoire d'un hôtel, hein, d'un titre, qui mélange un petit peu tous les univers d'horreur. Donc, il y a le loup-garou. Voilà. On a Dracula avec sa fille. On a un maître d'hôtel qui est Frankenstein. On a une grand-mère sorcière. On a un petit peu tous les univers. Et en fait, les 3 films sont à chaque fois une aventure différente. Donc, dans le premier, c'est la découverte de l'hôtel. Dans le deuxième, le petit copain humain se marie avec la fille Dracula. Dans le troisième, c'est une aventure croisière en paquebot. Et dans le 4e, qui va sortir là, c'est un petit peu, il se mélange un petit peu au monde humain. Voilà. Et par contre, logiquement, le film du Transylvania 4 devait sortir au cinéma et finalement, il ne sortira pas au cinéma et il sortira sur Amazon. Malheureusement. Voilà, en plateforme. Moi, je le conseille pour toute la famille. Hein. C'est un film totalement familial. Hein. Ça peut aller de 0 à 99 ans. Hein. On peut dire ça comme ça. Non, l'univers est sympa. La colorie est vraiment super jolie. Moi, j'ai vu les 3 premiers, donc voilà. Non, vraiment, la colorie est vraiment super. Il y a des chansons, ça chante, ça danse. Ça fait pas trop peur, hein. Sauf l'univers en général où tu as Dracula, le loup-garou et tout ça. Mais non, tout à fait, c'est adapté pour tout à fait tout petit âge. Et puis, bon, le 4e qui sort là en 2022. Non, voilà, je conseille à tout le monde, toute la famille, Hôtel Transylvania pour Halloween, s'il n'y a pas de souci. On est dans le thème. Donc, le suivant, je propose à Boris de nous présenter son film recommandé pour la famille. Alors moi, je vais vous recommander Casper. Ah oui. Casper qui date de 95. Donc voilà, histoire de fantômes. C'est l'histoire en fait d'une femme qui hérite d'un manoir dans lequel se trouverait un trésor. Et le problème, c'est qu'à l'intérieur, il y a des fantômes. Donc les fantômes hantent les lieux, ils sont vraiment mauvais, méchants. Et donc elle va faire appel à des chasseurs de fantômes, des exorcistes. Et elle va surtout tomber sur un thérapeute pour fantômes, un parapsychologue en fait, et qui va venir donc vivre avec sa fille dans le manoir pour mener ses expériences à bien et essayer d'exclure les fantômes du manoir. Dans ces fantômes se trouve forcément le jeune Casper, le gentil fantôme, et ses 3 oncles. Voilà. Ouais. Donc le gentil fantôme va se prendre d'amitié avec la jeune fille incarnée par Christina Ricci. Christina Ricci, merci. Oui. Voilà. J'étais amoureuse d'elle quand j'étais petit, c'est pour ça. Et donc toute une aventure les attend entre Casper qui a perdu ses souvenirs en fait et ne sait pas qui il est,
entre une Christina Ricci qui est à l'école et qui a des problèmes avec ses camarades dits normaux, puisqu'elle mène une vie un petit peu bizarre liée au métier de son père. Et puis voilà, et donc je l'ai revu récemment, franchement, les effets spéciaux sont toujours aussi bons. Ah oui, je l'ai revu récemment aussi, oui. Et il faut savoir quand même que c'est le premier long métrage où le rôle principal est tenu par un personnage en image de synthèse. Voilà. Donc, petit divertissement qui traite bien de la vie et de la mort. Il y a des fantômes. C'est tantôt comique, tantôt émouvant. Voilà, pour Halloween, pour les jeunes et puis les moins jeunes, parce qu'il y a différents degrés de lecture. Ouais, avec beaucoup de références à la pop culture. Et je parlais tout à l'heure, par exemple, de chasseurs de fantômes. On en voit un qui est bien connu dedans, par exemple. Oui, exact. Et donc, c'est quand même une adaptation d'un dessin animé. Adaptation d'un de dessin animé, de bande dessinée, etc. Ouais. Casper, le petit fantôme. Casper. Ok. Merci Boris. Jérôme, tu nous recommandes quoi à voir en famille? Moi, je vous recommande un classique, encore avec Christina Ricci. D'ailleurs, ma deuxième recommandation sera aussi avec Christina Ricci. Voilà, donc je vous recommande pour la famille, la famille Addams. Voilà, donc un classique. Réalisé par Barry Sonnenfeld en 91. Qu'on pourrait presque croire réalisé par Burton, tellement l'univers s'y prête, mais en fait non. Donc c'est une adaptation des BD de Charles Addams qui date des années 40. Si je dois vous faire un petit résumé, donc c'est dans un vieux manoir lugubre où vit la famille Addams, dont les membres sont tous plus fous et délirants et macabres les uns que les autres. On pourrait même penser qu'ils sont plus morts que vivants. Donc on a Gomez et Morticia, les parents, on a leurs enfants, Mercredi et Pugsley, on a Lurch, l'étrange majordome qu'on croit sorti d'un labo de Frankenstein, et on a Grand-mère aussi, qui s'appelle juste Grand-mère, elle n'a pas de nom. Bon voilà, au moins comme ça c'est clair. Donc il y a 25 ans, l'oncle fétide, bien aimé. Ah oui, il y a la main aussi, c'est vrai, oui, exact. Il y a une main qui se balade toute seule, oui, c'est vrai, je l'ai encore oublié. Il y a la main aussi, oui, exact. Donc, il y a 25 ans, l'oncle fétide a disparu suite à une querelle amoureuse avec Gomez. Et puis, il réapparaît subitement avec 2 agents immobiliers qui, en gros, veulent racheter la propriété des Addams. Alors, Gomez doute de l'identité de son frère, puisque c'est vraiment que pour récupérer la maison. Et il faut savoir que fétide et donc l'héritier légal testamentaire. Donc, comme c'est l'aîné, la maison doit lui appartenir. Donc, est-ce que c'est l'oncle fétide ou un imposteur? Tout le film va tourner là-dessus. Voilà. Donc, pourquoi je vous le conseille? Déjà pour le casting, Christopher Lloyd, Raul Julia, on a Angelina Hudson qu'on a pu voir récemment dans John Wick. Puis forcément, Christina Ricci aussi en Mercredi, qui est excellente. L'ambiance délirante, remplie d'humour noir, sarcastique et caustique à souhait. On a la direction artistique qui, comme je disais en intro, est presque digne d'un Burton tellement c'est dark, noir, gothique. Et puis la musique qui est culte, la musique au générique de la famille Addams, on l'entend une fois, on l'a dans la tête toute notre vie. Donc moi je vous conseille ce film. À voir avec toute la famille, parce que même si le côté macabre, il est quand même au cœur du truc, c'est quand même fait pour les enfants, c'est accessible. D'ailleurs, la famille Addams, c'est encore sujet à des adaptations aujourd'hui, parce qu'il y a eu un long métrage animé il y a 1 an ou 2, et là, il y a sa suite qui sort cette année. Donc, qui est déjà sorti. Qui est déjà sorti, oui, peut-être, oui. Alors, ok. Donc, moi, je vous conseille la famille Addams avec les enfants. Un dimanche de pluie pour être dans l'ambiance. C'est pour le soir d'Halloween, donc pourquoi pas. On pourra faire une petite soirée famille avec... Le soir d'Halloween avec les gosses avant de regarder un truc un peu plus adulte, quoi. Voilà, d'où l'intérêt de cette vidéo. Exact. Voilà, merci Jérôme pour ta reco. Moi, de rien. Je vais vous conseiller un Disney avec Coco. Oui. Donc, Coco, c'est quoi? Ça se passe au Mexique.
On suit un jeune garçon qui a envie d'être chanteur, mais malheureusement, dans sa famille, on n'aime pas trop ça, donc c'est hyper compliqué pour lui. Donc ça se passe à Días de los Muertos. Le jeune garçon va dans un mausolée d'un chanteur très célèbre et réputé dans son pays. Et ce chanteur a été enterré et il y a sa guitare qui trône au-dessus du caveau. Et du coup, le jeune garçon là récupère, commence à jouer un petit peu et se retrouve transporté dans le monde des morts. Et s'ensuit toute une aventure dans ce monde. Dans le monde des morts mexicains. Dans le monde des morts mexicains, qui est relativement joli, c'est coloré, c'est la fête et tout. Il fait la rencontre de pas mal de personnages. Très joyeux. Dont certaines personnes de sa famille. Oui, c'est vrai, oui. Et du coup, en fait, il croit que... Enfin, il croit. Oui, il est persuadé que le grand chanteur, je ne sais plus le nom d'ailleurs, qui est super connu, super riche, qui domine totalement la ville dans laquelle il se trouve. Il pense que c'est son père, mais en fait... oui, parce qu'il avait une statue à son effigie, je crois. C'est ça, voilà. Et il va découvrir qu'en fait, non, c'est un imposteur qui a tout pompé sur un autre personnage. Franchement, c'est vraiment un film comme pour le Casper ou tous les autres films qui sont familiaux. Il y a plusieurs degrés de lecture. Et du coup, en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, on s'y retrouve. Alors les enfants, ça va être le côté coloré, le côté chanté, parce que ça chante, hein, c'est du Disney. Les chansons sont pas chiantes comme dans ce qu'on pourrait entendre dans Vaiana ou dans... C'est vrai. Ou dans un Reine des Neiges. Quand c'est moi qui supporte face à, Coco, c'est passé crème, quoi. Voilà, et Coco, je trouve que le rythme est entêtant, ça s'écoute super bien, que ce soit en français ou en VO. Exact. Et voilà, donc moi je le conseille parce que c'est aussi une réflexion sur la vie après la mort et sur une culture différente de la nôtre. Parce que au Mexique, ils ne le voient pas du tout de la même manière que nous. Pour eux, il y a une vie après, c'est même plus une fête qu'autre chose. Donc c'est vraiment un film que je recommande très chaleureusement. C'est peut-être moins dark que Casper ou La Famille Addams, mais c'est vraiment quelque chose de génial. Voilà. Donc c'était Marocco pour Coco. C'est un très beau film, c'est vrai. Voilà. Donc voilà pour Marocco familial. On va enchaîner tout de suite avec les recos adultes. Clémence, je te laisse la bonne parole pour commencer. Alors, moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Dans le Noir, qui est sorti en 2016. C'est coécrit et réalisé par David F. Stromberg. Voilà, donc il est assez connu dans le monde de l'horreur, hein, quand même. Il a sorti quand même pas mal de films. Donc, Dans le Noir, ça raconte l'histoire de Martin, qui vit seul avec sa mère Sophie, depuis que son père a été mystérieusement assassiné à son travail. Un soir, elle entend dans la chambre de sa maman qu'elle parle seule. Sortant de sa chambre, il est témoin de phénomènes aussi surnaturels que terrifiants qui l'empêchent de dormir. Voilà. Donc, il finit par se réfugier chez sa sœur Rebecca, âgée, qui a quitté la maison familiale depuis bien longtemps et qui avait déjà connu ce genre de phénomène-là quand elle vivait dans la maison. On a mis quelque chose. Et donc, les entretiens, aucun contact. Elle, par contre, elle n'entretient aucun contact avec sa mère. Elle a quitté le domicile, elle est partie, elle a laissé son petit frère tout seul dans la maison avec sa mère.
Donc, les apparitions inquiétantes se produisent sous les yeux de celle-ci et dans son appartement, à Rebecca. Et donc, elle décide de percer le mystère qui entoure leur mère et qui semble faire son apparition seulement à la lumière. Voilà, d'où le fait Dans le noir, le titre. Donc, moi, ce film, c'est le dernier film d'horreur que j'ai été voir au cinéma. D'où le fait que j'avais envie d'en parler ce soir. Alors, ce que j'aime dans le film, en fait, c'est que dès les premières minutes du film, il nous fout une ambiance glaciale. Dès le début. Je ne vais pas vous spoiler, hein, mais voilà. Non, vraiment, l'ambiance est vraiment incroyable. C'est un des derniers films où je crois que je me suis accrochée sur mon siège. Parce que j'ai eu la trouille, tout simplement. Par contre, je vous conseille vraiment de le voir dans le noir. Hein. C'est peut-être con, mais... non, c'est con, mais je sais que c'est con comme phrase, hein, voilà. Mais il faut vraiment le voir dans le noir parce que, en fait, tous les reflets et tout ça sont vraiment assez percutants. C'est-à-dire que le film est très sombre, en fait. Voilà, c'est ça. Pas grand-chose. C'est ça. Donc, si vous mettez de la lumière, vous allez louper les petits détails et tout qui sont assez importants. Franchement, c'est un très bon film. Un des derniers très bons films d'horreur que je peux recommander. Donc, voilà. Après, je ne vais pas tout vous spoiler, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, c'est un film auquel il ne faut pas se fier aux apparences et que ça parle de maladies psychiatriques, psychologiques. Ça traite pas mal de sujets. La maltraitance. Ça parle de liens familiaux coupés, ça parle de... Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Mister Babadook où on peut croire que la maman maltraite son petit garçon? C'est ça. Je pense que c'est un petit peu sur cette corde-là. On peut interpréter le film des deux façons. Voilà, on peut interpréter le film de n'importe quelle façon. En plus, la fin est super ouverte. Les scènes sont... Non, là, par contre, la fin, elle est nette. D'accord. Mais les scènes sont tellement... ça se mêle entre la réalité et le côté surnaturel, sont vraiment très très fines. Non, vraiment un très bon film d'horreur à voir. Par contre, il n'est pas sanglant, il n'y a rien de tout ça. Mais ouais, par contre, le côté psychologique, le côté grincement, le côté petit détail, le côté apparition, tout ça fait ressortir qu'on a un petit peu les poils qui s'irritent. Les scènes sont vraiment flash. Voilà, ça fait vraiment peur. Donc, moi, c'est un film que je recommande. Voilà. Donc, Dans le noir, sorti en 2016. Ok, merci Clem. De rien. Monsieur Boris. Eh bien, moi, je vais vous recommander du Scream. Ah ouais. Scream, premier du nom, sorti en 96, réalisé par Wes Craven. Wes Craven, à qui l'on doit, notamment, pour ne citer que celui-là, Les Griffes de la Nuit, où il crée le personnage de Freddy. Avec Scream, eh ben, il va créer le personnage de Ghostface. Donc, pour résumer, en fait, le film, c'est l'histoire de Sidney Prescott, qui est une jeune lycéenne de 17 ans et qui vit à Woodsboro, et qui est jouée par Neve Campbell. Et donc, sa mère a été sauvagement assassinée et violée un an auparavant. Et elle va devenir la cible principale d'un tueur masqué, donc le fameux Ghostface, armé d'un couteau. Donc, voilà, juste ça, parce que, en fait, c'est un film qu'on peut pas trop dévoiler pour pas trop spoil, faut le voir. Il faut le voir pour le... Par contre, il y a un gros parallèle avec Halloween, hein, le masque, le couteau. Exactement. Alors, donc oui, personnage principal, donc interprété par Neve Campbell, qui est révélé par ce film-là, qu'on verra plus tard, notamment dans Sex Crimes et Skyscraper, et puis aussi la série House of Cards. Donc là, elle incarne donc ce personnage de Sidney Prescott, qui est la victime, on va dire, la cible principale. Hein. Mais bon, c'est pas une victime comme on a l'habitude de voir dans beaucoup de slashers, c'est que là, en fait, elle est quand même assez débrouillarde et battante. Elle n'hésite pas à se bastonner contre le tueur quand elle le rencontre. Ensuite, on rencontre aussi dans le film un personnage joué par Courtney Cox. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc qui apparaît notamment dans la série Friends. Donc là, elle a le rôle d'une journaliste à scandale qui s'appelle Gail Weathers et qui a couvert le meurtre de la mère de Sidney et qui est en train d'en écrire un livre d'ailleurs. On retrouve aussi l'acteur David Arquette dans le rôle de Dewey. Ah oui, le flic. Le shérif adjoint, qui devra protéger Sidney, voilà, et qui est donc le frère de la meilleure amie de Sidney qui s'appelle Tatum.
qui elle est incarnée par Rose McGowan, qu'on a vu dans la série Charmed des années 2000. Donc Scream, c'est un slasher, c'est même une icône, on va dire, des films d'horreur. Et surtout, il y a une scène d'ouverture et un premier mémorable, on va dire. Mais surtout, tu t'y attends pas. Ouais, et ça installe directement en fait le tueur, quoi, et son mode opératoire. Donc voilà, donc pourquoi je le recommande? Parce que c'est un bon slasher incontournable, avec des persos qui ont un bon background. Ils ont tous une histoire qui est bien fouillée d'ailleurs, hein, qui servira d'ailleurs plus tard pour les suites. Un tueur devenu iconique, et c'est pas rien dans les films d'horreur. Beaucoup d'action et de violence, ça court, ça saute, ça bastonne dans tous les sens. C'est très dynamique. Et on cherche surtout à savoir qui est le tueur, parce que son identité nous est cachée tout le long du film. Voilà. Et on le dit qu'à la fin. À du Jason, du Freddy, du Vendredi 13 ou autre, où on sait qui c'est dès le début, plus ou moins. Là, vraiment, il y a un jeu à savoir, un jeu d'enquête, en fait, pour savoir qui est le tueur. Ah, puis le twist final. Quoi. Le twist final est très bon. Ouais, il y a plein de références. J'aime bien toutes les références, en fait, aux films classiques d'horreur et aux autres slashers, quoi. Ils n'hésitent pas à regarder pendant le film du Vendredi 13, notamment, la reprise de certains dialogues. Et surtout, du coup, dans Scream, ils reprennent des fameuses règles instaurées par les slashers. D'ailleurs, ils le font dans le film. Ouais. Et ils les détournent même pour en créer de nouvelles règles. Donc voilà. Faut le voir pour comprendre un peu. Et puis, bon, voilà. Ils jouent aussi sur le jumpscare, donc de manière assez efficace, sans en abuser. Donc voilà, et puis juste pour terminer, c'est un slasher avec différents niveaux de lecture qui est plaisant et jouissif pour plusieurs raisons et qui pousse à la consommation de popcorn et de bière, à se mettre bien pour un bon Halloween. Ok, merci Boris. Je peux éventuellement aussi juste rajouter que, comment dire, en fait, il y a 3 autres films qui sont déjà sortis. Une série en 3 saisons. Qui ferait suite, mais 3, avec. Il n'y en a pas que 2 ? Il y a 2 saisons en fait où c'est la suite et une saison reboot. D'ailleurs, pour les 2 premières saisons, ils n'avaient pas les droits du masque, donc c'est un autre masque. J'ai bien aimé la première, j'ai pas aimé la seconde. Et saison. ils ont récupéré les droits du masque et même la voix originale du tueur pour la 3e saison. Ah, bien. Voilà. Donc 2022, là par contre, un nouveau Scream, donc un Scream 5 qui pour l'instant est titré que Scream est prévu, avec le casting de l'époque plus des petits nouveaux. D'accord. Il y a eu une bande-annonce qui est sortie, donc on est bien dans du Scream, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de changement. Par contre, je garde ma réserve. Ouais, j'ai une certaine réserve dans le fait que on change de réalisateur et de scénariste, quoi. Ça peut peut-être apporter une dynamique différente. Hein. Ouais, et puis Wes Craven étant mort, je pense qu'il a lâché le truc aussi. Ouais. À moins qu'il soit comme toi, un zombie, quoi. Je pense pas qu'il soit revenu juste pour ça. C'est sûr que mort, ça marche moins bien. Hein. Mort, c'est mort. Ouais, c'est mort. Normalement. Du coup, merci cette fois-ci, Boris. Jérôme, qu'est-ce que tu nous conseilles pour les adultes ? Donc, moi, je vous propose un film culte aussi, mais un petit peu mal aimé dans la filmographie de Tim Burton. Donc, c'est Sleepy Hollow, qui est sorti en 99, avec notamment Johnny Depp, Christopher Walken, Christina Ricci encore, Casper Van Dien, qu'on a pu voir dans Starship Troopers, et le regretté Christopher Lee, immémorable Dracula pendant des années. Voilà. Donc, Sleepy Hollow, c'est quand même adapté d'une nouvelle en 34 parties, qui a été écrite en 1834 de Washington Irving. Donc, je suppose que le film adapte une partie bien précise de ce que j'ai vu. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Donc, on est en 1799. L'inspecteur new-yorkais Ichabod Crane, un homme rationnel. C'est pas facile avec les dents. Mais un peu gauche et légèrement trouillard, mais aux méthodes d'investigation scientifique d'avant-garde, est envoyé donc enquêter dans le petit village de Sleepy Hollow sur des meurtres.
Donc, il y a Peter Van Garrett, la veuve Winship et le fils de Peter Van Garrett qui ont été retrouvés morts, mais il n'y a plus leur tête. Il n'y a plus leur tête. Donc, Crane rencontre à son arrivée les notables du village qui lui apprennent que le responsable des crimes sera un cavalier sans tête maudit, un cruel mercenaire essois mort pendant la guerre de sécession, enfin pendant la guerre d'indépendance des États-Unis en fait, il y a plus de 20 ans et qui serait revenu des enfers dans le but de faucher des têtes de façon inexplicable et pas très rationnelle. Voilà. C'est à peu près le speech de départ. Après, je peux pas trop vous en dire plus sans spoiler. Voilà. Donc, pourquoi je vous le conseille? Tout simplement, déjà, parce que c'est du Tim Burton. Mais cette fois-ci, un Tim Burton un peu spécial, parce qu'il nous laisse vraiment entrer dans son univers entre le cartoon, avec le ton légèrement surjoué, et le gothique, par sa direction artistique, et le méchant totalement irascible, et désincarné, représentant limite le mal absolu. On a encore une fois un superbe casting, le trio de tête. Christopher Walken, il est super. Christina Ricci et Johnny Depp forment vraiment un couple emblématique. Voilà. On a cette ambiance glauque et gothique à souhait, une direction artistique qui est vraiment magnifique, avec des brouillards, des tombes, rien que l'arbre aux morts de la forêt où sort le cavalier la nuit est vraiment magnifique, quoi. La scénographie, elle est vraiment belle, quoi. Elle est belle, macabre. C'est du sacré beau boulot, quoi. Donc, et puis c'est bien écrit aussi, puisque parfois de façon totalement fantasque, mais avec de bons rebondissements qui font douter quand même de ce qui se passe, s'il y a trahison, s'il y a quiproquo, s'il y a ceci, si Cavalier existe, XY, on est en droit de douter, donc même l'intrigue, elle est quand même assez béton. Si on l'a vu si on est sur un premier visionnage, forcément. Donc voilà, donc du très 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 bon Tim Burton pour moi. Ok. Moi je vous propose Sinister. Donc un film sorti le 7 novembre 2012. Sinister, c'est quoi? Donc c'est l'histoire d'un écrivain d'investigation qui est un peu en manque d'inspiration ou même d'enquête à se mettre sous la dent. Donc il déménage dans une maison où il se serait déroulé des choses relativement atroces. Une famille entière pendue à un arbre et à laquelle il manque un membre de la famille, donc une petite fille qui aurait disparu. C'est Ethan Hawke, il me semble, l'acteur principal. Donc voilà, on a Ellison Hallward, donc qui est l'écrivain incarné par Ethan Hawke. Ah oui, c'est ça, oui. Très très convaincant dans ce film. D'ailleurs, comme souvent, il y a Training Day, film policier où il est très bon. C'est ça, moi je le trouve relativement bon comme acteur, donc je vais pas en dire de Washington, ouais, exact, un très bon acteur qui est un petit peu sous-estimé. C'est ça, il est sous-coté. Donc voilà, donc il emménage dans cette nouvelle maison avec sa famille, qui est composée de sa femme et 2 enfants, donc une petite fille et un plus grand qui a l'air d'avoir des terreurs nocturnes. Donc voilà, il va se passer, ils emménagent, ils montent au grenier chercher, déposer une caisse. Et puis, en fait, ils trouvent une caisse dans le grenier qui était censée ne pas y être. Donc ils regardent et dedans, en fait, c'est un vidéoprojecteur à l'ancienne avec des bobines. Oui, c'est ça, oui. Donc des bobines de film 8 mm. Ouais. Et donc il récupère le truc, il passe sa soirée, et en pleine nuit, t'as son fils qui fait des terreurs nocturnes toujours. Il commence à se dire, il commence à monter son tableau d'investigation sur les faits qui se sont déroulés dans cette maison, dont la disparition de la petite fille.
Parce que la petite fille, apparemment, elle a disparu, mais ils savent pas si elle est vivante, elle est morte. Ça, personne ne le sait. Et puis la police n'a pas l'air très très chaude à continuer l'enquête parce que pour elle, elle est morte. Hein. Tout bonnement, elle est morte. Donc la police, comme diraient certaines personnes, balaye, quoi. Du coup, il monte son projet, il commence à réfléchir, il se met un petit peu sa race la nuit à coup de whisky, et il se dit, tiens, je vais commencer à regarder un film que j'ai trouvé dans le grenier. Et en fait, il tombe sur le film de la mort de la famille qui l'a précédé dans cette maison. Donc, la famille entière complètement pendue, c'est relativement glauque. Et là, il se pose quand même relativement beaucoup de questions. Il enchaîne un deuxième film, encore un meurtre relativement sordide avec une famille qui se retrouve noyée, attachée à des transats. Enfin, je vais pas tous vous les donner parce que quand même qu'on garde un petit peu de suspense et pour pas trop spoiler non plus. Ouais, et la caisse de film est bien remplie, je crois, en plus. Hein. La caisse de film est relativement remplie, on les voit pas tous. Non, effectivement. Enfin, vu le nombre qu'il y a et vu le nombre qu'on nous montre pas tout. Mais dans le film, ils vont parler que de ceux qu'on a pu voir. Donc je trouve ça un petit peu bête. On aurait pu se dire, ils les avaient regardés en off sans qu'on l'ait vu. Et il se pose beaucoup de questions. Est-ce que je dois en parler à la police et tout ça. Donc il y a un côté moral relativement intéressant du côté d'Ethan Hawke parce que et puis sa famille s'inquiète. Enfin au moins sa femme. Il préfère garder ça pour lui parce que ça lui donne du gras pour sa feuille de chou, quoi. C'est ça. Du coup, sa femme, elle lui dit, mais c'est la première fois que tu picoles autant en début de roman, parce qu'habituellement, il enquête pareil sur des sujets relativement glauques, des morts, des disparitions. Donc, arrivé à un certain moment, je conçois que, à force de voir des images relativement dégueulasses, tu te mettes à picoler un petit peu, histoire de... Ouais, en fait, il écrit des romans sur des crimes qui ont existé. En fait, il adapte. C'est ça, il fait ça, et du coup, là, il pense tenir vraiment best-seller. Le best-seller, le truc, mais... Et du coup, glou, quoi. Voilà, donc pour éviter de trop plonger, il se met un peu dans la picole. Et du coup, plus ça avance et plus on arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe et le lien entre tous ces faits divers qui sont filmés. Parce que c'est pas que des faits divers qui se sont tenus en 5-6 ans, c'est vraiment sur des périodes relativement longues. Je crois qu'il parle d'une cinquantaine d'années entre le premier crime filmé et le dernier qui a eu lieu dans la maison un peu plus tôt. C'est 50 ans. Voilà, j'avais pas trop l'année. Et du coup, voilà, quand il comprend réellement ce qui se passe, il redéménage, il retourne à son ancienne maison et il arrive ce qu'il arrive. Hein, la chose qui tuait les a poursuivis et voilà. Donc, la chose, en fait, elle est liée aux bobines. Oui, alors, au film. En fait, donc, en fait, quand il part avec les bobines, la chose le suit parce qu'en fait, elle est liée aux bobines. En fait, il est enfermé dedans. Il sort que quand tu regardes les films. C'est ça. Il brûle les bobines. Donc, a priori, mais bon. Dans son ancienne maison, il retrouve la caisse avec les mêmes bobines. Donc oui, oui, c'est pour ça. Donc, en fait, les bobines, elles. Comme si qu'elles étaient arrivées là par magie. En fait, comme si qu'elles. Elles ont brûlé, mais en fait, elles réapparaissent. Elles sont liées à la maison. Elles sont liées à quelque chose, les bobines, en fait. Elles ne sont même pas liées à la maison, elles sont liées à Bagoul. C'est ça, Bagoul, oui. Donc, Bagoul, qui est un être démoniaque de l'image. Il l'appelle Bagoul, le dévoreur d'enfants. Oui, c'est ça. Oui, avec les cheveux longs, là, un maquillage noir. Et franchement, ce personnage-là, quand tu le vois la première fois dans le premier film qu'il regarde, mais il est flippant. Ah ouais, non, il fait flipper. Hein. Moi, je suis super convaincant. C'est un personnage qui est relativement intéressant. C'est Alice Cooper, quoi.
Mais On peut dire. Et non, bah, l'idée est relativement sympa. Et moi, j'ai vraiment aimé. J'ai été voir le 2 au cinéma, que j'ai trouvé moins bon. ouais, le 2 il perd un peu de son. Et c'est ce que je dis, dans le 2, il le montre un peu trop souvent, Bagoul. On le voit trop. On le voit trop. Et voilà, ça tue un peu le truc. Et surtout que quand tu as vu le premier, bah, tu sais qu'est-ce qu'il en retourne. Tu connais la routine, en fait, tu connais le schéma obligatoirement. Donc tu perds toute notion de qui fait le coup et machin. c'est ça. C'est dommage. Donc moi, le premier, je le conseille, le deuxième, beaucoup moins. Et du coup, j'ai lu que, merci Wikipédia, dans une étude scientifique a été faite. Donc, ils ont dû prendre un panel de personnes. Ils ont regardé 50 classiques du cinéma du genre horrifique. Et c'est Sinister qui a été désigné film le plus terrifiant, parce qu'en fait, ils avaient placé des capteurs cardiaques. Et selon les fréquences cardiaques, eh ben, c'est ce film-là qui mettait le plus la pression aux spectateurs. Parce que il fait bien flipper, Sinister. C'est une ambiance. C'est l'ambiance psychologique qui joue principalement. Donc, quand ça touche le psychologique, ça ressort. Les émotions sont réelles, en fait. C'est ça. Et le fait d'alterner le Super 8 et le vrai, ça rend quelque chose. Donc, voilà. Si vous voulez vous faire flipper un petit peu pendant ces fêtes d'Halloween, moi, je vous conseille Sinister. Voilà. Voilà. Très bon film. C'est tout pour cette vidéo sur les recommandations de films pour Halloween. Et on se dit à la prochaine, bien sûr. Ok. En espérant que vous ne soyez pas fait emmener par les zombies ou par le garou. Sortez pas les planches de Ouija. Hein. S'il vous plaît. Moi, je vais aller bouffer la chef de Monsieur Seguin après, c'est bon. Donc, voilà. Sur ce, une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah